bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Que tu sois sur le podcast à m'écouter ou que tu sois sur YouTube à me regarder, ça me fait très plaisir de te retrouver. Pour recommencer cette troisième saison du coup, donc deuxième année de podcast et troisième saison d'épisodes, j'ai souhaité commencer par un sujet qu'on m'a énormément demandé, qui est donc comment est-ce que j'ai géré l'arrivée d'un alternant dans mon entreprise, comment est-ce que ça s'est passé, etc. Pour répondre à toutes les questions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé cet épisode, on va dire, en trois, parce que sinon ça aurait été un épisode beaucoup trop long et avec beaucoup trop d'informations à la fois. Le premier épisode parle justement de plutôt toute la partie administrative et coûts, justement, sur vraiment, on va dire, cette partie-là, comme ça c'est fait et c'est acté. La deuxième, on va parler plutôt de la partie organisation et management, donc comment ça s'est passé vraiment en termes de travail et de gestion, etc. Et le troisième épisode parlera justement, entre guillemets, des pour et des contre et des conseils que je donnerai. Disclaimer de base, de toute façon, dans cette vidéo ou dans cet épisode de podcast, je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien de prendre un alternant, je suis pas là pour dire que je regrette ou etc. Je suis plus là pour te donner les leçons que ça m'a appris en fait. Si j'ai gardé justement Tristan quasiment jusqu'au bout de son contrat, et j'expliquerai pourquoi on n'est pas allé au bout du contrat, c'est pas pour des raisons on va dire humaines ou de compétences, donc de manière générale c'est vraiment pour expliquer justement tout ce que ça occasionne en fait d'embaucher quelqu'un quand on est à son compte, quand on est solopreneur et de tout ce que ça implique de manière générale. Mon but là, c'est plus que pour les personnes qui se posent des questions sur est-ce que je vais prendre un alternant l'année prochaine ou par exemple, c'est que je puisse un petit peu donner déjà un retour d'expérience, deux, un ressenti et trois, les conseils que j'en ai retirés de manière générale. Donc j'espère que voilà, ces éléments-là pourront te servir et pourront t'aider sur tout ça. J'ai des petites notes en même temps, donc si tu regardes la vidéo, tu me verras de temps en temps regarder mon écran parce que je veux vérifier justement ce que je veux te dire et ne rien oublier par rapport à ça. Donc, on va commencer avec ce premier épisode justement sur la partie plutôt, on va dire, administrative et coûts. Comme ça, c'est vraiment toute la partie paperasse en fait, mais qui est peut-être pas la plus fun, on est d'accord, mais qui est, je pense, la plus importante, on va dire, en amont notamment, puisque c'est quelque chose clairement à ne pas négliger. Déjà parce que le coût, il est important et il faut s'en rendre compte vraiment avant, et aussi parce qu'il y a beaucoup de choses en termes de paperasse que j'ai dû découvrir, que j'ai subi, peut-être aussi des fois. Donc voilà, je veux te faire un retour sur tout ça de manière générale. Je vais commencer directement en te parlant à partir du moment où tu as choisi la personne que tu veux embaucher. Si ça t'intéresse que je parle de comment est-ce que j'ai sélectionné les candidats, les entretiens, etc., ça je pourrais le faire dans un autre épisode. Je pense que c'est pas forcément dédié à l'alternance, mais plutôt au fait d'avoir quelqu'un qui rentre dans ton entreprise, que ce soit un stagiaire, un alternant ou un prestataire. Donc je pourrais faire un épisode dédié là-dessus si tu le souhaites. Donc je vais pas en parler ici. Je vais vraiment plutôt parler, j'en parlerai peut-être un tout petit peu dans le deuxième épisode sur la partie organisation, mais aujourd'hui c'est vraiment sur la partie coût administratif pur et dur. On va partir du principe que tu as déjà trouvé la personne et que tu vas plonger la tête la première dans l'administratif pour pouvoir embaucher cette personne-là. Déjà, la première chose qu'il faut que tu vérifies à partir du moment où tu as identifié la personne que tu souhaites embaucher en alternance, c'est d'aller vérifier deux choses. 1, ton OPCO, et 2, ta convention collective. Et ça, c'est très important, je vais t'expliquer pourquoi. Ton OPCO, en gros, c'est celui qui va t'aider à payer justement, par exemple, qui va te verser les aides, ce genre de choses-là. Et c'est lui qui va en fait définir un petit peu le coût le salaire que tu vas donner à ton alternant, d'accord? Donc lui, il va décider d'un niveau de rémunération. En gros, pour faire très simple, je pourrais te mettre dans la vidéo le tableau. Alors, sachant que le tableau peut bouger, puisque évidemment, tous les ans, avec les évolutions du SMIC, avec, plein de choses, les tarifs peuvent bouger un petit peu, mais en général, les pourcentages, eux, ne bougent pas ou très peu. Base-toi plus sur les pourcentages que sur les prix qui seront affichés, ok? En gros, tu as, on va dire, deux colonnes. Tu as une colonne et une ligne. L'âge, les tranches d'âge, et la ligne, ça va être le niveau d'année d'études. Donc, si par exemple un alternant est en première année d'alternance et qu'il a moins de 18 ans, il sera payé 27% du SMIC. Si il est en deuxième année, moins de 18 ans, 39, troisième année, moins de 18 ans, 55, etc. Donc, il se base sur l'année d'expérience, on va dire, de la personne et son âge pour savoir à peu près combien la personne va être rémunérée. Donc ça, c'est la première base. Et ça, c'est très important de le savoir parce qu'en fait, déjà, par exemple, si tu recrutes quelqu'un qui a plus de 26 ans, automatiquement, c'est 100% du SMIC. C'est, je trouve, tout à fait cohérent, clairement, aussi par rapport à ça, mais c'est important de l'avoir en tête. Les tranches d'âge, c'est moins de 18 ans, 18-20 ans, 21-25 ou plus de 26 ans. Voilà. Donc ça va être important, surtout si, dans l'année où tu accueilles la personne, ou les 2 années si tu prends quelqu'un sur 2 ans, si elle change de tranche.
Si par exemple, elle arrive, elle a 20 ans et au bout de quelques mois, elle passe à 21 ans, elle va changer de tranche. Donc ça veut dire que par exemple, si elle est en première année d'alternance et qu'elle a 20 ans, tu devras la payer donc 43% du SMIC. Et à partir du moment où elle passera ses 21 ans, il faudra que tu la payes 53% du SMIC. Donc c'est une hausse de salaire de 10%. Donc c'est une hausse aussi pour toi de 10%. D'accord ? Donc ça, c'est pour ça que c'est très important d'en tenir compte. Évidemment, je suis pas là pour dire que tu dois recruter par rapport à un âge, mais c'est pour que tu veux anticiper, que tu sois au courant. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est pas pour dire il faut recruter des moins de 18 ans parce qu'ils sont moins chers ou quoi. Vraiment, surtout pas. C'est vraiment pas mon discours. C'est juste pour que tu sois conscient que tous ces éléments-là vont bouger, vont évoluer, d'accord ? Pareil, si tu prends quelqu'un sur 2 ans qui passe de première année d'alternance à deuxième année d'alternance, ça va aussi bouger. Donc c'est juste pour que tu sois bien conscient que, au fur et à mesure du moment où la personne est là avec toi, sa rémunération peut aussi bouger dans ce sens-là. Évidemment, après, il y a aussi les évolutions du SMIC. Moi, par exemple, sur le temps où Tristan a été avec moi, donc 11 mois en tout, 10 si on veut être vraiment vrai, parce qu'il est resté sur le papier 11 mois, mais il y a un mois où il a été là 4 jours, donc on peut dire 10 mois. Le SMIC a évolué 3 fois en 10 mois. Donc c'était peut-être une période très faste sur ce sujet-là, pourquoi pas. Mais dis-toi qu'il y a au moins une augmentation minimum par an. Donc ça joue aussi, il faut quand même le prendre en compte. Donc ça, c'est d'abord l'OPCO qui va décider de ça. Et en deuxième, c'est ta convention collective qui va, elle, peut-être ajuster, d'accord ? Par exemple, moi, si je devais prendre justement le cas de Tristan que j'ai accueilli, il faut savoir que l'OPCO, j'avais mal compris, clairement, le tableau. Par exemple, Tristan, il était en B3, donc en 3e année d'études, et c'était sa première année d'alternance, d'accord ? Donc, normalement, comme il avait 23 ans, il avait 22 ans, il allait avoir 23 ans, mais il changeait pas de tranche, donc techniquement, ça changeait rien au niveau de la tranche. Il rentrait donc dans la tranche des 21-25 ans. Donc, si je suis le tableau, première année d'alternance entre 21 et 25 ans, c'est 53% du SMIC. Sauf que comme il était en 3e année d'études, même si c'était sa première année d'alternance, mon OPCO a décidé, et ça je n'ai ni la main dessus, ni Tristan, ni l'école, enfin voilà, c'est comme ça, qu'il était considéré comme un 3e année d'alternance. Donc il était à 78% du SMIC. Déjà, c'est pas la même chose. Ça, c'était la première chose à vraiment prendre en compte. Donc, il faut que tu regardes ce tableau, mais renseigne-toi directement auprès de ton OPCO. La plupart des OPCO, il y a, en tout cas moi, il y a sur le mien, et je sais que j'en ai testé 2 autres, il y a des simulateurs qui te permettent de renseigner. Tu renseignes toutes les infos que tu as sur la personne, donc son âge, son niveau d'études, etc., le nom du diplôme, etc. Et il va te dire en face combien, du coup, tu vas devoir la rémunérer, etc. Donc, ça te permet d'avoir une première estimation, mais fais-la vraiment auprès de ton OPCO, ne te fie pas que au tableau, parce que si je m'étais fié que au tableau, j'aurais dû le rémunérer 53% du SMIC et en fait, je devais le payer 78% du SMIC. C'est pas du tout la même chose. Donc si tu veux faire un plan de financement pour voir où tu en es, etc., clairement, il peut y avoir une grosse différence. Et là où c'était bizarre, et malheureusement là-dessus, je t'avoue que c'est pas mon cœur d'activité, donc je saurais pas te donner pourquoi, etc. Mais apparemment, chaque OPCO peut être différent. Donc dans la classe de Tristan, il y en a certains qui étaient considérés comme première année de l'alternance, et donc étaient à 53% du SMIC, et d'autres qui étaient considérés comme 3e année, donc étaient à 78% du SMIC. Ça après, voilà. Malchance, bonne chance, entre guillemets. Et par-dessus, ma convention collective, elle, estimait que, du coup, à partir de 3e année d'alternance, c'était pas 78, c'était 80%. Donc ça arrondissait à 80%. Donc c'était encore 2% supplémentaires. Donc l'idée, en fait, c'est de comprendre que ton OPCO va à peu près donner la base et ta convention collective peut jouer par-dessus. Moi, je sais que quand j'étais moi-même alternante, j'ai eu la même chose. Je devais être à 78% et la convention collective de l'entreprise où j'étais m'avait passé à 80%. C'était comme ça. Donc ça aussi, il faut bien en être conscient et il faut que tu le saches avant la partie paperasse qui va arriver après. Puisque quand tu as décidé donc quand tu as vérifié tout ça, voilà, tu vas embaucher la personne. Pour ça, tu vas devoir, alors moi en tout cas, je te dis comment ça s'est passé pour moi, d'accord ? Première chose, j'ai dû signer un document de mise en place de contrat d'apprentissage. Ça, je pense que ce n'est pas obligatoire, ça va dépendre des écoles. C'est l'école qui décide, voilà, on met en place un contrat d'apprentissage, donc on signe un premier document pour définir tous les éléments. Ensuite, et ça par contre c'est obligatoire, tu dois signer un CERFA et une convention donc avec l'école et l'alternant. Dans le CERFA, tu dois indiquer la rémunération, donc tu dois indiquer le pourcentage de rémunération. Et du coup, moi, la problématique, c'est que déjà, j'avais compris que c'était 78%, donc j'avais écrit 78%. Et en fait, ma convention collective étant à 80%, j'ai dû rechanger le CERFA après. Donc, on a dû refaire le CERFA en changeant ces éléments-là en plus. C'est une paperasse que j'aurais pu m'enlever si j'avais fait les choses, enfin, si j'avais su dès le départ que ma convention collective allait imposer ça par-dessus. Comment je l'ai su, en fait, c'est mon comptable. Je t'expliquerai après, donc la personne
qui a géré la paye, qui au moment de faire les papiers m'a dit mais votre CERFA il est pas bon, il faut marquer 80% puisque votre convention collective c'est 80%. Voilà. Donc je l'ai su après. Donc ça c'est important de l'avoir en tête. Donc d'abord tu signes le document de mise en place, puis le CERFA et la convention, c'est hyper important. C'est des éléments qui vont être demandés à peu près à chaque fois, qui vont être demandés aussi à l'alternant par exemple pour justifier pour un logement ou des choses comme ça et que l'école va garder également. Donc ça c'est des documents, c'est à signer. C'est assez simple à remplir honnêtement. Moi je sais que l'école avait pré-rempli une grosse partie. J'avais pas grand chose à rajouter de mon côté, donc moi j'ai pas eu de problématique par rapport à ça sur ce sujet-là en particulier. Et après mon alternant, j'ai dû lui demander un justificatif de domicile, une carte vitale sa carte vitale et sa carte d'identité pour pouvoir faire les documents auprès de la partie comptabilité. C'est aussi des éléments, en général, si t'as déjà été salarié, c'est des éléments qu'on va te demander. Par-dessus, j'ai dû aussi créer mon compte net entreprise si c'était pas déjà fait. Alors je crois que mon compte était déjà créé, mais je n'avais pas activé après le ATMP. ATMP, c'est accident du travail, maladie professionnelle. En fait, t'es obligé de l'activer si tu as des salariés pour pouvoir faire tes déclarations. Mon comptable m'a envoyé un tutoriel, comment l'activer, je l'ai activé, voilà. Mais c'est important que tu le saches, au cas où, si la personne avec qui tu travailles ne t'en parle pas, ça m'étonnerait, mais sache-le, il faudra aller sur ton compte net entreprise et activer le ATMP. Voilà. Après, au niveau du reste de la partie administrative, il faut savoir que quand tu es employeur, tu dois proposer du coup à ton salarié une mutuelle, une prévoyance et tu dois cotiser pour sa retraite. Au niveau de la mutuelle, moi j'avais vu ça avec Tristan, je lui avais conseillé de garder en fait la mutuelle sur laquelle il était déjà donc avec son père, puisque en fait pour ma part, comme moi je suis déjà sur la mutuelle de mon conjoint, j'ai pas de mutuelle pour via mon entreprise entre guillemets, et si j'avais dû en souscrire une pour Tristan, je lui ai dit honnêtement, je pense que j'aurais pris la mutuelle la plus basse, la moins chère, parce que clairement voilà, c'était pour quelques mois, un an, moi j'allais pas m'en servir, donc j'aurais pas pris la meilleure couverture, soyons honnêtes, hein. Je te dis les choses, voilà. Donc je lui ai dit, si tu veux être bien couvert, je te conseille de rester sur celle de ton père parce que tu dois être très bien couvert, t'es encore étudiant, voilà. Le jour où tu seras salarié ou peut-être ton entreprise, etc., tu verras à ce moment-là. Mais je pense que c'était une meilleure chose pour lui, pour qu'il soit bien couvert, c'est ce que je trouvais important. Donc du coup, il est resté sur la mutuelle de son père, donc j'ai dû lui demander par contre une attestation comme quoi il avait déjà une mutuelle pour pouvoir l'envoyer justement à la partie comptabilité pour qu'il puisse ne pas souscrire de mutuelle pour Tristan. Ensuite, donc j'ai souscrit une prévoyance obligatoire. En tout cas, c'est ce que la partie comptabilité m'a dit, que la prévoyance était obligatoire, que je n'avais pas le choix, donc j'ai souscrit la prévoyance pour Tristan. Donc prévoyance, c'est justement si y a un accident, si il est en arrêt, voilà, c'est toute cette base. C'est une prévoyance, on prévoit. Je vais te faire après le récap de tous les tarifs, comme ça tu auras tout en tête, hein, d'accord ? Ensuite, j'ai aussi cotisé pour sa retraite, ce qui est normal, donc ça c'était quelque chose qui était prélevé tous les mois. Et ensuite, comme je te l'ai dit, j'ai dû travailler avec quelqu'un qui s'est occupé de mes fiches de paye. Alors, il faut savoir que tu peux faire tes fiches de paye toi-même, mais je vais être très honnête, je te le conseille pas, sauf si évidemment c'est ton métier et que tu connais, bien sûr. Mais si tu ne connais pas ce métier, je ne te conseille vraiment pas de le faire pour des raisons très simples, c'est que de 1, c'est complexe à faire, et de 2, il y a tellement de choses légales à savoir que tu peux très vite t'en mêler les pinceaux. Tu dois faire en fait la fiche, tu dois la tenir, tu dois faire après la déclaration DNS. Il y a plein de choses qui vont en découler, les aides vont en découler aussi, donc c'est important de le savoir. Il faut pas te tromper, par exemple, c'est comme je te disais, la partie comptabilité qui m'a dit que en fait il fallait que je mette 80% et pas 78%. C'est eux qui m'ont appris qu'il y avait une prime de vacances en juin qui devait être versée aux salariés. Si je l'avais pas su, je l'aurais pas mise sur la fiche de paye et j'aurais été hors la loi. C'est aussi eux qui ont automatiquement appliqué les augmentations du SMIC, par exemple. Pareil, comme moi, j'avoue, je suis pas forcément le SMIC, puisque personnellement, je ne me paye pas par rapport au SMIC. J'aurais pas forcément été au courant de ça, et je l'aurais pas forcément appliqué. Donc il y a beaucoup trop de choses qui sont pour moi trop touchy pour pouvoir le faire par moi-même. Je m'étais renseignée et je me suis dit non, je vais le faire, c'est quand même beaucoup plus simple, par quelqu'un dont c'est le métier. J'avais fait 2 demandes, une à une personne qui était à son compte, et une en gros, donc si tu sais pas déjà, actuellement, donc depuis août 2021, je suis en société, donc en EURL, ça joue aussi sur tout le reste dont on va parler. Je suis en EURL, et donc tout ce qui est charge est enlevé de ce que n'est pas comptabilisé dans mon chiffre d'affaires. Je suis chez Time, avec le cabinet Number, dont je t'ai déjà parlé, donc si tu veux, je te remettrai en description l'épisode où j'explique justement tout ça avec Johan. Et donc ils ont un logiciel qui s'appelle Time, dedans je peux faire ma compta, etc. Et je peux aussi faire mes déclarations du coup sociales à l'intérieur. Ils ont un partenaire qui s'appelle HappyPay,
Pay. Donc, c'est le partenaire avec lequel j'ai choisi de travailler parce que c'est un partenaire de mon service comptable et que leur proposition financière était plutôt, je trouvais, honnête. Donc, ils m'avaient, dans le mail où ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait, ils m'ont dit qu'en gros, c'était 11,88 € TTC pour un bulletin de salaire, donc à payer tous les mois, et 23,40 € d'abonnement mensuel pour pouvoir travailler avec eux. Donc, ça me faisait du 35,28 € TTC par mois. Donc sachant que, voilà, moi j'enlève la TVA, etc. Mais je te parle en TTC comme ça, tu as une vision globale de ce que ça m'a coûté. Après, je le récupère, mais j'ai sorti cet argent-là, on va dire. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Sur l'expérience avec Happy Pay, ça s'est bien passé au global, même si clairement j'ai vraiment manqué de conseils de leur part. Ça s'est, comme je dis, ça s'est bien passé. C'est-à-dire, je n'ai pas eu de problème avec eux, mais je me suis pas sentie très accompagnée dans le sens où j'ai eu les éléments de base pour, comme je te disais, faire mon compte net entreprise, activer le ATMP, etc. Mais en fait, la première fiche de paye, quand je l'ai reçue, je dis mais qu'est-ce que je dois verser? En fait, je ne sais pas ce que je dois verser. Alors, peut-être que ça va paraître bête et que toi tu te dis bah je sais ce qu'il faut verser, enfin c'est évident, etc. Moi, honnêtement, je n'en savais absolument rien. Je dis est-ce que je dois verser le brut, le net? Qu'est-ce que je fais en fait? À quelle date? Est-ce que j'ai des obligations par rapport à ça, etc. J'ai dû poser pas mal de questions par mail, j'ai dû échanger, j'ai dû envoyer 3-4 mails au moins pour la première fiche de paye pour demander justement à quelle date je dois verser, comment ça se passe, est-ce que j'ai des obligations par rapport à ça, quelle somme je dois verser, est-ce que c'est moi qui fais le versement ou est-ce que c'est eux qui, comme dans ma tête en fait je pensais que c'était eux qui faisaient les versements, hein, clairement, mais en fait ils ont pas la main sur mon compte, donc j'ai pensé après, je me dis bah oui en fait c'est pas parce qu'ils passent par Time qu'ils ont la main sur ton compte en fait, donc je me suis dit en fait c'est moi donc il faut que je le fasse maintenant, etc. Donc il y a eu ce côté là où je trouve que ça n'a, enfin pour moi la mise en place ça s'est trop fait en mode comme si je savais déjà en fait, alors que clairement c'était mon premier salarié, premier alternant, j'avais jamais fait ça, donc j'aurais aimé plus d'aide par rapport à ça. Ils ont automatiquement mis du coup les augmentations de SMIC comme je te disais, et ça c'est vrai que ça a été un avantage parce que j'ai pas eu besoin de m'en soucier, ils faisaient automatiquement les déclarations DNS, etc. Donc ça j'avais pas besoin de m'en soucier, donc ça c'était vraiment une épine du pied en moins, hein, je vais pas dire le contraire. Par contre là où ça a été un peu plus, où ça m'a un peu plus embêté on va dire, je vais être très honnête, voilà, c'est que donc en juin comme je t'expliquais tout à l'heure rapidement, il y a une prime de vacances, en tout cas selon ma convention collective, que je dois verser à tous les salariés qui peuvent en bénéficier. Donc mon alternant Tristan pouvait en bénéficier. C'est une prime qui correspond à 1% du montant déjà perçu sur les 12 derniers mois de mémoire. Et en fait, j'ai été mise au courant, je crois, quand j'ai reçu la fiche de paye de mai, donc début juin. Donc en gros, à la fin du mois, vous allez devoir verser ça en plus. Et en fait, dans le mail, c'était marqué pour les salariés qui peuvent en bénéficier. Et je me suis dit, mais du coup, est-ce que Tristan peut en bénéficier ou pas? Je ne savais pas. Et donc j'ai eu la surprise le jour où j'ai reçu le bulletin de paye de juin, de voir que 1, oui, il pouvait en bénéficier, et 2, quel était le montant, puisque je m'étais pas amusée non plus, je t'avoue, à faire les 1%, etc. Je l'avais estimé dans ma tête, bien sûr, mais avec le net, brut, etc., je savais pas trop ce que ça allait donner. Donc j'ai un peu découvert ça sur le tas, et ça j'ai pas trop apprécié. J'aurais aimé qu'en fait, dès le départ, ils me disent, voilà, votre convention collective stipule que déjà c'est 80%, qu'il y a la prime de vacances, etc. J'aurais aimé avoir en fait toutes ces informations avant, parce que du coup, j'aurais trouvé ça... en fait, ça m'aurait pas changé grand-chose, parce que de toute façon, je l'aurais payé, cette prime, s'il n'y a pas le problème. Vraiment, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est le fait de le découvrir sur le tard, en fait, qui me fait « Ah, ok, bon, voilà. » J'ai trouvé ça un peu dommage. Et deuxième chose, c'est qu'ils m'ont à aucun moment communiqué le coût de fin de contrat. Pour établir les documents de fin de contrat, donc il y a 3 documents qu'ils ont dû établir. Donc, il y a eu l'attestation de Pôle emploi, le solde de tout compte, et je sais plus le dernier document. Un 3e document. Donc il y a 3 documents qu'ils ont dû établir pour moi et pour Tristan, pour que je puisse justement après lui donner, pour qu'après lui puisse aller à Pôle emploi, enfin pour tout le reste. Voilà, c'est normal que si tu as déjà fait une rupture de contrat, que ce soit une fin de CDD, que ce soit un départ, etc. En salariat, tu sais que tu as des documents de fin de contrat. Et je savais qu'il y avait des documents de fin de contrat, c'est pas la question. Mais j'avoue qu'à aucun moment, j'ai pensé qu'il y aurait un surcoût pour faire ces documents-là, parce qu'en fait, à aucun moment, ils m'en ont parlé. Je pensais, entre guillemets, que c'était compris dans l'abonnement mensuel que je payais, ce genre de choses-là. En fait, non, c'était pas compris dedans, donc ça a été facturé en plus. Donc pareil, pas de souci sur le fait que ce soit facturé. Je crois que j'ai dû payer dans les 90 € pour cette partie-là. C'est pas une somme astronomique, je trouve, mais c'est juste que pareil, j'étais pas au courant. Et j'aurais aimé qu'ils me préviennent avant, qu'ils me disent, voilà, comme en plus ils savaient que c'était un alternant, donc ils se doutaient qu'il y aurait une fin de contrat un jour, ou alors qu'ils me demandaient le départ, est-ce que vous avez prévu de le garder, machin, etc. Mais quand je leur envoyais les documents pour dire, voilà, on a fait une rupture de contrat anticipée, donc il s'en va le 30 juin, il faut que vous me fassiez les documents, machin, etc. Je m'attendais à ce que ce moment-là, ils me disent, ok, pas de souci, d'ailleurs, pour information, les documents de fin de contrat, etc., ça coûte tant. Ça, j'aurais aimé qu'ils me le
me disais à ce moment-là. Et j'avoue que j'ai pas eu l'info. Donc, est-ce que je l'ai loupé? Est-ce que... Voilà. Donc, j'ai essayé de retrouver les documents qu'on a signés ensemble, mais je n'ai pas trouvé l'info dedans. Donc, je pense que c'est juste un manque de communication, clairement. Mais je trouve ça un petit peu dommage parce que j'ai eu l'impression qu'ils me considéraient comme une entreprise qui savait déjà tout sur ça, sauf que pas du tout. C'était ma première expérience, c'était la première fois pour moi. Et j'ai trouvé que l'accompagnement était certes propre, clean, et j'avais les réponses quand je posais des questions, mais il n'y a pas eu l'anticipation de se dire cette personne n'y connaît rien, donc on va l'accompagner, on va lui donner des billes en plus pour qu'elle sache un petit peu comment ça va se passer. Donc ça, bon voilà, c'était pour te faire un retour d'expérience en particulier sur ça. Ensuite, parce que c'est pas fini, il y a ce qu'on appelle évidemment la médecine du travail. Et là, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus pris la tête, soyons très honnêtes. C'est normal de faire passer un entretien de médecine du travail à quelqu'un quand il rentre dans un nouvel emploi. Si tu as déjà été salarié et que tu rentres dans un nouvel emploi, tu dois faire un entretien avec un médecin pour vérifier ça, sauf s'il a moins de 6 mois, enfin je sais plus exactement, mais en gros, normalement tu dois en faire un, sauf cas exceptionnel, on va dire ça comme ça. Donc évidemment, Tristan devait en faire un, donc ça, il n'y a pas de problème. Sauf que, et j'avais pas pensé à ça, c'est que donc moi j'habite dans le 44, donc pas très loin de Saint-Nazaire, on va dire entre Vannes. En gros, tu prends Vannes et Nantes, tu fais un trait entre les deux à peu près au milieu, c'est là où j'habite. Et Tristan, lui, il venait de déménager à côté du Mans, donc c'est quand même pas juste à côté. Et on avait prévu du coup de travailler en télétravail la quasi-totalité du temps, de se rencontrer de temps en temps vers Nantes ou enfin potentiellement Angers, etc. en fonction des missions et autres, pour faire le point, de manière, on va dire, ponctuelle. Sauf que la problématique qu'il y a eu, c'est que la médecine du travail, donc quand j'ai créé mon compte à Pontchâteau ou à Saint-Nazaire, je sais plus exactement, c'est pas moi qui m'en suis chargée, c'est Charlotte. Et encore merci Charlotte, parce que sur la partie OPCO, DNS, etc., c'est elle qui a tout géré. Et vraiment, sans elle, je me serais pris 3 fois plus la tête, soyons très honnêtes. Mais on s'est pris la tête ensemble sur certains points, donc c'est comme ça que je peux aussi te faire ce retour d'expérience, on va dire. Quand on a fait toutes les démarches, etc., la médecine du travail a expliqué en fait à Charlotte que comme j'habitais dans le 44, je devais me déclarer dans le 44. Jusque-là, pas de souci. Et j'ai dit, mais est-ce que c'est possible que Tristan fasse son entretien de médecine du travail dans son département, puisqu'il habite loin, et que, bon après, en plus, c'est pas sa faute, mais il a une voiture électrique, donc pour venir, il peut pas faire la route d'une traite, il doit s'arrêter pour pouvoir la recharger, ce qui est normal, donc il met beaucoup plus de temps, on va dire, qu'un trajet habituel. Et surtout, moi, j'ai pas de locaux chez moi, c'est-à-dire je travaille de chez moi, donc en gros, s'il venait, évidemment, on aurait pu trouver un espace pour travailler, mais c'était le côté, en gros, il faisait peut-être 6 ou 7 heures de route pour un entretien de médecine du travail de 30 minutes, donc c'était pas génial. Dis donc, toi, tu vois pas que je suis en train d'enregistrer une vidéo YouTube? Bref. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que ça a été très compliqué. Après, ils m'ont dit d'appeler celle donc, du Mans. Le Mans m'a dit non parce que votre entreprise n'est pas basée au bon endroit, donc vous pouvez pas vous déclarer chez nous. Le Saint-Nazaire m'a dit oui, vous pouvez vous déclarer chez nous, mais Tristan doit faire l'entretien chez nous. Enfin, ça a été hyper compliqué. On pouvait payer que par chèque. J'ai pas de chéquier avec mon entreprise. Enfin, j'ai trouvé ça tellement obsolète. Après, est-ce que c'est mon département? Est-ce que c'est... Voilà, j'ai pas la réponse à tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que clairement, c'était franchement pas... Enfin, c'était les personnes avec lesquelles ça a été le plus compliqué d'échanger et de se mettre d'accord sur sur ce qu'on pouvait faire, pas faire, comment. Vraiment là-dessus, très désagréable. Voilà. Ensuite, il faut pas oublier aussi que même si les charges patronales sont très basses, du coup, justement, sur les alternants, tu dois quand même en payer. C'est normal, auprès de l'URSSAF. Et donc, j'ai payé mes petites charges patronales tous les mois. Donc, c'était dans les entre 6 et 4 euros en fonction des mois, etc. Mais comme je disais, je vais te refaire un récap d'un petit peu tout ça. Et pour terminer aussi, il faut que tu prennes en compte tout ce qui est logiciel ou autre que tu vas avoir besoin peut-être de payer une licence de plus pour justement cette personne-là qui rejoint ton entreprise. Un exemple, pour ma part, par exemple, j'ai dû lui payer sa boîte mail, donc pour l'entreprise, et sa boîte mail, c'était pas loin de 200 euros sur les 10 mois où il est resté. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans ton budget aussi, c'est est-ce que tu vas avoir besoin de lui payer des licences sur des logiciels en particulier ou pas? Est-ce qu'il peut utiliser tes licences? Enfin, comment est-ce que ça se passe en fait pour que tu puisses justement lui donner accès à tous les logiciels dont toi tu as besoin et sur lesquels lui il va avoir besoin de travailler. Donc ça aussi c'était quelque chose à prendre en compte, mine de rien. Faut penser au matériel qu'il va utiliser, enfin faut penser à toute cette partie-là aussi. Pour terminer, au niveau de tous ces coûts, il y a aussi quand même des aides de l'État. Alors, l'année où moi j'ai pris Tristan, on était donc en année scolaire 2022-2023,
les aides de l'État étaient à 8 000 € l'année. C'est pas vraiment 8 000 €. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors oui, tu vas toucher potentiellement 8 000 €, etc. Mais en fait, c'est découpé par mois. C'est-à-dire que c'est 8 000 € sur 12 mois. Donc, par exemple, pour ma part, comme Tristan restait 11 mois, en vérité, comme je t'ai expliqué, 10 mois, mais 10 mois plus 3 jours, j'ai reçu donc 10 versements d'aides de l'État de 666,66 € chacune. J'aime beaucoup ce chiffre, donc moi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, donc j'ai eu le coup, plus après, je pouvais déduire les aides de l'État pour, du coup, que ça fasse un coût moins élevé pour moi. Si je dis pas de bêtises, en 2023-2024, les aides sont descendues à 6 000 €, ce qui est quand même déjà très bien, mais c'est aussi à prendre en compte, mine de rien, dans tout ton coût, toute ton estimation, etc. Pour terminer sur la partie paperasse de ce côté-là, j'ai également fait signer à Tristan donc un droit à l'image pour avoir le droit d'utiliser son image si je faisais des photos, etc. sur les réseaux sociaux ou autres, un engagement de confidentialité, une demande de dispense de mutuelle, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, et une promesse d'embauche parce qu'à un moment, en fait, il a déménagé et il avait besoin d'une promesse d'embauche pour son nouveau propriétaire, etc. Donc ça, les 2 derniers sont pas obligatoires, ça va dépendre de comment est-ce que toi tu fonctionnes. S'il n'y a pas besoin de promesse d'embauche, voilà, la convention peut suffire en général, mais bon, voilà. Et la dispense de mutuelle, ça va dépendre si tu as besoin que la personne fasse une dispense de mutuelle ou pas. Mais le droit à l'image et l'engagement de confidentialité, c'est pas obligatoire, mais moi je te les conseille très 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 fortement, parce que comme ça c'est fait dès le départ, t'as tous les éléments et tu peux travailler, on va dire, dans des bonnes conditions. Je vais maintenant te faire un récapitulatif de la partie coût pur et dur. Donc là je vais sortir que des chiffres. Hello, ici la Verti du futur. Du coup, je viens te voir pour te dire juste une petite chose. Donc, entre le moment où la vidéo a été enregistrée et le moment où elle va être publiée, etc., il y a eu 2 changements. Le premier, comme tu peux le voir, c'est ma coupe de cheveux. Ça, tu as l'habitude. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu des petites dépenses en plus. Il y a eu des prélèvements que j'ai eu après. Donc, il est possible qu'entre ce que tu entendes de ce que je dis et ce que tu vois en termes de chiffres qui s'écrit dans la vidéo, il y a un petit décalage. Le décalage n'est pas énorme. Il y a eu 1 ou 2 dépenses où il y a des petits trucs en plus qui n'étaient pas encore arrivés au moment où. Et je zappais que ça passerait après. Donc, je les ai rajoutés. C'est pour ça. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Donc, ne t'inquiète pas, c'est normal. Mais c'était juste pour que tu sois au courant de ça et que tu ne te poses pas de questions. Donc voilà, il y a eu des petites dépenses en plus, pas grand chose, mais je tenais à le dire pour que je sois le plus transparente possible comme le reste de cette vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo te plaira. Salut! Sur l'année, donc sur les 11 mois, 10 mois, comme je t'expliquais vraiment, où Tristan est resté, on va dire 10, parce que franchement, 10 et 3 jours, on va dire 10 mois, d'accord? Sur les 10 mois où Tristan est resté, il a perçu donc un salaire de 13 659,69 €. J'ai payé, pareil, son salaire, mais j'ai payé aussi en prévoyance 29,46 € en tout. J'ai payé pour la retraite 46,97 €. Pour HappyPay, donc les bulletins de paye et les fins de contrat, etc., j'en ai eu sur les 10 mois pour 484,08 €. Je suis très précise. Je te donne tout ça en TTC, c'est plus simple. Pour les cotisations sociales, j'en ai eu pour 147,56 €. Son adresse mail Google, comme je te disais, j'en ai eu pour 200 €, 199,68 € sur l'année. Et au niveau j'ai fait quelques autres dépenses pour lui, le kit qu'il a reçu quand il a commencé à venir travailler pour moi. Il y a eu du coworking ensemble, quelques repas, bon, il n'y a pas eu beaucoup, je crois qu'il y en a eu 2. Il y a eu le séminaire de la bootcamperie où il est venu avec la freelancerie, etc. J'ai fait une estimation, j'ai à peu près regardé, je suis en gros dans les entre 125 et 150 € sur cette partie-là en plus. Voilà. En tout, on est à peu près donc à 14 667,44 € pour 10 mois, d'accord? Et j'ai reçu 7 333,26 € d'aide de l'État. Donc, j'ai sorti, on va dire, si j'enlève les aides de l'État, j'ai sorti 7 336,18 € pour 10 mois avec un alternant qui était présent donc sur ces 10 mois-là. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Alors, si je te fais 7 336,18 divisé par 10, ça va être facile, mais pour que tu l'aies un peu en tête, ça me fait environ, justement, dans les 734, on va dire, euros par mois à sortir en plus. Donc ça, c'est important à vraiment l'avoir en compte. Et ce que je veux dire par là, c'est que déjà, il faut garder une chose en tête, c'est qu'un alternant, il est là pour être formé. Donc ça veut dire que tu vas passer beaucoup de temps à le former, à lui expliquer, à vider ton cerveau avec lui, à faire en sorte qu'il comprenne ce que tu veux, à lui faire des retours, etc. Donc ça, c'est du temps qu'il y a à passer aussi, d'accord? Il faut aussi comprendre que cet argent-là, à sortir, moi, je te conseille très fortement de l'avoir de côté de base. C'est-à-dire qu'avant d'embaucher quelqu'un, par exemple là, si je devais embaucher un alternant,
J'estime que du coup, si je veux prendre la même personne, même prix, etc., je le ferais pas si j'avais pas 7 500 € de côté à peu près. Parce que ça veut dire que s'il y a un problème, si je suis pas sûre de signer des contrats, etc., j'aurai quand même les sous pour payer cette personne-là. Comme je te l'expliquais aussi, il faut comprendre que cette personne, cet alternant, il va aller en cours. Donc entre les vacances que tu vas lui donner parce qu'il a le droit à ses 5 semaines de congé et les cours, en fait, il faut quand même se rendre compte que l'alternant va être là à peu près la moitié du temps, un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Parce que sur un an, tu vas enlever 5 semaines de vacances et toutes les semaines où il va être en cours. Et mine de rien, en fonction du rythme d'alternance bien sûr, ça fait quand même pas mal de temps où la personne ne peut pas être avec toi. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que tu prennes en compte ça quand tu vas définir son planning, les projets sur lesquels il va travailler avec toi, ce qui va peut-être t'aider à signer, à débloquer avec d'autres clients, etc. avec toi. Moi par exemple, j'avais prévu qu'on débloque des contrats ensemble avec Tristan, sauf qu'avec son rythme d'école, ça n'a pas été possible. Donc on a changé de fusil d'épaule, on est parti sur autre chose, c'est pas grave. Mais du coup, j'estimais qu'avec lui, j'allais pouvoir signer des nouveaux contrats spécifiques, sauf que j'ai pas pu le faire, et donc l'argent que j'avais pensé, que j'avais mis sur mon prévis par rapport à ça, n'est pas rentré. Donc je me suis retrouvée à sortir l'argent pour le payer, ce qui est normal, mais dans des situations qui ont été beaucoup plus difficiles financièrement que prévu. Je t'ai déjà parlé de mon chiffre d'affaires sur 2022 notamment, ce que ça cache derrière, etc. Il faut savoir que donc, sur les 10 mois où j'ai accueilli Tristan, il y en a eu 4 où j'ai pas pu me rémunérer. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête aussi. Je suis pas la seule personne à qui c'est arrivé. J'ai plein de personnes qui ont eu des alternants, qui ont eu d'autres situations. Par exemple, la situation de les aides se débloquent pas tout de suite, elles mettent du temps. Et donc du coup, au moment où ils commencent à payer, ils reçoivent les aides 3-4 mois plus tard. Et donc ils ont dû avancer 3-4 mois de salaire sans les aides. Donc ça aussi, c'est important d'avoir en tête. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment avoir estimé d'abord tout ton global de prix, de combien ça va te coûter vraiment financièrement, et je parle même pas du temps, hein, ça c'est encore autre chose, mais financièrement à l'entreprise, avant de décider d'embaucher quelqu'un. Et aujourd'hui, en effet, mon conseil, ce serait de mettre de côté à peu près l'équivalent que ce que va te coûter la personne. Alors peut-être moins les aides si tu veux, mais à peu près l'équivalent de ce que la personne va te coûter. Pour terminer cet épisode, justement, je te l'ai dit un petit peu, on a rompu, c'est pas le cas, on a fait une rupture anticipée de son contrat. Tristan aurait dû rester jusqu'au 8 septembre avec moi et il est parti le 30 juin. Parce que justement, comme je t'ai expliqué il y a quelques secondes, j'ai pas pu me rémunérer pendant 4 mois et donc j'ai contracté des prêts personnels à côté pour pouvoir payer mes factures, ma maison, pour pouvoir payer à manger, des choses comme ça. Et ça m'a mis dans une situation financière très complexe. Donc j'en ai discuté avec lui. Et je lui ai expliqué qu'il fallait qu'on rompe le contrat plutôt que prévu parce que, pour ma part, je ne pourrais certainement pas le payer jusqu'au bout. Malheureusement, avec ce que ça a engagé de mon côté, etc., c'était trop difficile pour moi de le payer jusqu'au bout. Donc on s'est mis d'accord sur une date, on a échangé beaucoup, je lui ai bien fait comprendre que ça ne venait pas de ses compétences, de la personne, etc. C'était vraiment un problème financier. D'ailleurs, pour être pareil, encore très transparente, beaucoup de personnes m'ont dit dès novembre, vers la fin de sa période d'essai, de rompre son contrat à ce moment-là, après la période d'essai, parce que clairement, j'étais déjà dans une situation complexe à ce moment-là, et que pour le bien de mon entreprise et mon bien à moi, on va dire financier, j'aurais dû arrêter le contrat à ce moment-là, pas pour la personne, bien sûr, mais parce que financièrement, c'était une mauvaise idée de continuer. J'ai voulu m'accrocher, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de cette expérience. Je suis pas allée jusqu'au bout du bout, puisque on s'est mis d'accord pour terminer 2 mois plus tôt. Mais je suis quand même allée beaucoup plus loin que ce que je voulais, et financièrement, ça a été très dur, clairement. Je vais pas, voilà. Mais je suis contente d'être allée jusqu'ici parce que je vais pouvoir justement te faire tout ce retour, et notamment dans le prochain épisode sur la partie organisation et on va dire management. Et après, mes pour, mes contre et mes conseils. Dans mes conseils, tu retrouveras notamment par exemple le fait de mettre de côté à peu près l'équivalent, pour moi en tout cas, j'estime, de ce que tu vas devoir verser à la personne, etc. Moi, j'avais pas assez de côté, clairement, j'avais pas grand chose de côté, soyons honnêtes. Et je pensais qu'en fait, avec ce que j'allais gagner chaque mois et les contrats qu'on allait signer en plus, ça allait s'équilibrer. Ça n'a pas été le cas. Donc, voilà pour ça. Clairement, cette vidéo, elle a l'air peut-être un petit peu négative. Enfin, cet épisode, il a l'air peut-être un petit peu négatif, pardon. Il ne l'est pas. C'est vraiment un retour d'expérience. Je veux pouvoir expliquer tout ça, je veux pouvoir donner mon retour d'expérience, je veux pouvoir que les gens sachent en fait comment moi je l'ai vécu, comment ça s'est passé pour moi. Pour d'autres personnes, ça s'est certainement passé vraiment différemment. Mais je donne mon retour parce qu'on me l'a beaucoup demandé, et je trouve que, par exemple, si je devais reprendre quelqu'un aujourd'hui, déjà je reprendrai pas quelqu'un aujourd'hui, je vais attendre de me refaire une petite santé. Alors mon entreprise va bien, c'est-à-dire que en soi, mon entreprise a fait des bénéfices l'année dernière quand même, et elle est partie pour en faire cette année aussi. Voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est plus être capable après de se verser son propre salaire, puisque
comme j'avais ces obligations-là et d'autres obligations, d'autres charges, etc., mon salaire, on va dire ma rémunération, venait en dernier. C'est pas bien, je le sais, mais j'avais pas trop le choix. Et donc, du coup, ça m'a mis moi, personnellement, dans une situation délicate. Donc aujourd'hui, j'ai besoin d'abord de me refaire une petite santé par rapport à ça. Ça m'a donc, comme j'ai dit, j'ai pas pu me verser de salaire pendant 4 mois. J'ai dû baisser aussi le salaire que je me versais jusqu'ici parce que ça rentrait plus. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et ce que je veux dire par là, c'est pas attention, ne prenez pas d'alternant si vous êtes à votre compte et vous êtes tout seul. Pas du tout, parce que c'est une expérience géniale. Mais prenez en compte tout ça parce qu'il y a des choses que je savais et d'autres clairement que je ne savais pas ou que je n'avais pas anticipé à ce point. Je me suis dit, bon, ça passera, etc. Tout passe pas. Donc c'est plus pour te dire, si tu veux le faire, franchement, vas-y, mais sois bien conscient de tout ça avant pour éviter les erreurs que moi j'ai pu faire si ça peut aider d'autres personnes, vraiment. C'est le but de cet épisode. Voilà. Je vais terminer là pour aujourd'hui et puis je te retrouverai donc dans l'épisode 2 et 3 sur cette suite au niveau de l'alternance, de comment ça s'est passé, etc. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Ciao!